Quand Élodie Marchand, 22 ans, s'arrêta soudainement de courir en plein milieu du plus dur exercice d'endurance du camp de formation de Fort-du-Vivier, ses camarades éclatèrent de rire. Voici la fille discrète, celle qui ne parlait jamais plus haut qu'un murmure, qui semblait abandonner pile au moment où les choses devenaient difficiles. Mais à 300 mètres devant, l'inattendu se produisit. L'adjudant-chef Ramirez s'effondra brutalement. Son corps massif de plus de 90 kilos s'écrasa dans la poussière. Alors que les autres hésitaient, Élodie, elle, bougea avec une précision glaciale. Elle se précipita vers lui, souleva l'homme inconscient sur ses épaules en un mouvement parfait d'extraction de combat et l'emporta sur près de 5 kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée sans jamais ralentir. Le capitaine de l'exercice, livide, chuchota « Ça c'est une technique de l'escouade fantôme. Où a-t-elle appris ça ?» Avant de continuer cette histoire, abonnez-vous pour me soutenir et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Ce matin-là, le soleil allongeait les ombres sur le parcours d'obstacles de Fort-du-Vivier quand Élodie Marchand noua pour la 3e fois ses chaussures de sport usées. Ses doigts tremblaient légèrement malgré ses efforts pour rester calme. Son uniforme de sport réglementaire lui paraissait rugueux contre sa peau, encore humide de la sueur nerveuse de la nuit. Elle n'avait pratiquement pas dormi, ses pensées l'ayant tenue éveillée jusqu'à l'aube. Autour d'elle, 47 autres recrues s'échauffaient, chacune se préparant à ce que les instructeurs avaient annoncé comme la journée qui sépare le blé de l'ivraie. À quelques mètres, le soldat Hugo Chen sautillait sur ses appuis, sa confiance rayonnant comme une fournaise. Il enchaînait des mouvements d'échauffement exagérés, plus spectaculaires qu'utiles. « Et Marchand ?» lança-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Essaie de suivre aujourd'hui, d'accord ? Certains d'entre nous veulent vraiment réussir cette formation. » Ces mots, teintés d'un mépris ordinaire, ne surprirent personne. Depuis 6 semaines, ce genre de petite cruauté rythmait leur quotidien. Chacun tentait de prouver sa valeur en rabaissant les autres. Élodie répondit d'une voix presque inaudible « Je ferai de mon mieux ». Sa timidité sembla amuser Chen et les quelques recrues rassemblés autour de lui comme des papillons attirés par une flamme. Elle avait compris très tôt, ici, que s'attirer l'attention n'apportait rien de bon. Alors, elle s'était efforcée de se fondre dans le décor, de devenir presque invisible, avançant chaque jour avec une efficacité silencieuse, tandis que d'autres criaient pour être remarqués. Quand le sergent-major Martinez apparut devant la formation, ce fut comme si une tempête s'était levée. Son visage buriné portait les cicatrices de 20 ans de service, et sa voix avait la force de quelqu'un qui avait combattu sur 3 théâtres d'opérations différents. En un instant, le brouhaha cessa. Tous se mirent au garde à vous, plus ou moins correctement. Le regard perçant de Martinez balaya la formation, s'arrêtant une fraction de seconde de plus sur certains visages, dont celui d'Élodie. « L'exercice du jour est simple en théorie, mais brutal en pratique », lança-t-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Vous allez courir près de 20 kilomètres à travers un terrain varié, collines, ruisseaux et obstacles destinés à tester chaque fibre de vos corps minables. Les 20 premiers à franchir la ligne recevront une permission pour le week-end. Les 10 derniers passeront le leur à récurer les latrines avec une brosse à dents. » Il laissa planer un silence lourd, puis ajouta « Mais voici le vrai test. Tout au long du parcours, vous rencontrerez des scénarios imprévus. Vous serez évalué non seulement sur votre endurance, mais aussi sur vos décisions et votre honneur. » Il marqua une pause, son ton devenant plus grave. Vous croiserez peut-être des camarades en détresse. Votre réaction sera notée. N'oubliez pas, un soldat qui abandonne ses frères pour sauver sa peau n'est pas un soldat. C'est un lâche. Ces mots retentirent comme des coups de marteau. Les recrues se rangèrent sur la ligne de départ. Élodie, comme à son habitude, choisit une place en arrière. Cela lui permettait d'observer sans attirer l'attention. Chen, lui, s'était installé tout devant, entouré d'un petit groupe de prétendus leaders autoproclamés. Non loin, Jeanne Walters, ancienne championne universitaire de course, s'étirait méthodiquement. Venue d'un milieu privilégié, diplômée avec mention d'une université prestigieuse, sa présence dans ce camp restait une énigme. Elle aurait pu choisir n'importe quelle carrière, mais elle s'était imposé ce parcours militaire, peut-être pour se prouver quelque chose à elle-même ou à son père, qui n'avait jamais cru en elle. Le signal de départ ne vint pas d'un coup de sifflet, mais du rugissement de Martinez. « En avant, marche !» La masse des recrues s'élança comme une digue qui cède. Chacun chercha sa place, luttant entre vitesse et endurance. Élodie ne força pas, elle laissa le chaos initial s'apaiser et trouva un rythme calme, maîtrisé, taillé pour la distance.
Le premier kilomètre plat permit au plus rapide de prendre l'avantage. Chen bondissait avec l'aisance de quelqu'un qui se croyait destiné à dominer. Walters, elle, menait un groupe serré à une 50aine de mètres derrière. Élodie, fidèle à elle-même, s'installa au milieu du peloton, sa respiration calme, ses pas réguliers. Elle savait qu'ici, l'endurance était surtout une affaire de discipline mentale. Le deuxième kilomètre les mena vers une première côte raide. Certains, trop confiants, s'effondrèrent presque aussitôt, leur souffle se brisant contre la pente. Élodie, imperturbable, garda son rythme. Au sommet, le parcours plongea dans un bois dense où la lumière du matin filtrait à peine, transformant l'endroit en cathédrale naturelle. L'air plus frais soulagea quelques-uns, mais le terrain inégal fit trébucher d'autres. Ce fut au 3e kilomètre que surgit le premier scénario annoncé. Un soldat en uniforme gisait au sol, apparemment inconscient. L'épreuve, bien sûr, était simulée, mais le test était clair. Comment réagir face à un camarade blessé? Chen, toujours en tête, ne ralentit même pas. Walters et son groupe hésitèrent, puis passèrent, sauf l'un d'entre eux, un certain Paul Reyes, qui se détourna pour vérifier. Son geste entraîna quelques autres, créant une cassure dans le groupe. Quand Élodie arriva, elle s'agenouilla aussitôt. Quelque chose dans la mise en scène lui parut trop étudié. Elle reconnut une simulation d'invalidité spécifique, exigeant des gestes précis. Ses mains bougèrent d'instinct, presque mécaniques, comme si son corps se souvenait d'un entraînement secret. Elle immobilisa le blessé, prépara le transport et l'emporta avec une maîtrise stupéfiante. Ses camarades l'observaient médusés, ses gestes étaient trop fluides, trop exacts pour être ceux d'une simple recrue. En reprenant la course, elle ne s'inquiéta pas d'avoir perdu des places. Son rythme resta constant, son regard fixé vers l'avant. Le 4e et le 5e kilomètre les firent traverser un ruisseau glissant, puis enchaîner une série d'obstacles naturels qui testaient leur équilibre autant que leur endurance. Élodie, concentrée, aidait même certains camarades à franchir les passages difficiles. À ce stade, le groupe s'était largement dispersé. Chen menait encore, flanqué de 2 bons coureurs. Walter suivait, déterminé. Plusieurs autres avaient déjà abandonné, épuisés ou blessés, et des véhicules de soutien les ramenaient au camp. Martinez, posté à différents points du parcours, observait avec une satisfaction sévère. Le 7e kilomètre plongea les recrues dans une zone de simulation de combat. Grenades fumigènes, bruits d'explosion, cris enregistrés, tout était conçu pour saturer leurs sens. Les soldats devaient ramper sous des fils barbelés, progresser dans la confusion. Les plus trapus peinaient, leur avance fondant comme neige au soleil. Élodie, elle, se glissa entre les obstacles avec une aisance déroutante. Ses mouvements semblaient chorégraphiés, sans gaspillage d'énergie. Certains commencèrent à murmurer « Cette fille n'avait rien d'ordinaire ». C'est à la sortie de cette zone que surgit l'épreuve décisive. Sur le bord du chemin, l'adjudant-chef Ramirez, massif, gisait effondré. Contrairement au premier scénario, cette fois, l'urgence paraissait réelle. Son visage empourpré, sa respiration hachée, tout indiquait un malaise sérieux. Plusieurs recrues s'attroupèrent, perdus. Que faire d'un homme de plus de 90 kilos, à plus de 5 kilomètres de la ligne d'arrivée? Chen arriva en trombe. Il hésita, compta les secondes, puis repartit vers l'avant, choisissant sa victoire personnelle au détriment du sergent. Walters, elle, resta, mais l'impuissance se lisait dans ses yeux. Élodie, sans dire un mot, prit les devants. Elle se plaça, verrouilla sa prise et, dans un geste fluide, souleva Ramirez sur ses épaules. Un port de pompier parfait. Le silence tomba. Voir une jeune femme, à peine 60 kilos, porter un colosse sans trembler, relevait de l'impossible. Mais elle avançait, régulière, déterminée. « Je l'emmène », dit-elle simplement, sa voix calme. Élodie avançait, ses pas réguliers frappant le sol poussiéreux. Le sergent Ramirez reposait sur ses épaules comme s'il n'était pas plus lourd qu'un sac de sable, mais chacun savait qu'il dépassait les 90 kilos. Les recrues restées sur place la regardèrent stupéfaites. Walters finit par retrouver sa voix. « Tu es sûr de pouvoir le porter jusqu'au bout ? Il reste encore plus de 5 kilomètres. » Sa question n'avait rien de moqueur, seulement une inquiétude sincère. Elle savait ce que demandait un tel effort. Elle avait couru des marathons, elle connaissait le prix de l'endurance, et ajouter ce poids relevait presque de la folie. « Il a besoin de soins », répondit Élodie d'un ton neutre. « C'est le moyen le plus rapide. » Puis elle se remit en marche, comme si la décision ne souffrait aucune discussion. Son souffle restait calme, ses épaules stables, son regard fixé devant elle.
L'escouade improvisée se reforma derrière elle. Walters, Reyes et quelques autres, partagés entre admiration et incrédulité. La procession ressemblait moins à une course qu'à une mission réelle. Elodie menait, Ramirez sur ses épaules, les autres suivant pour protéger et soutenir. Le 8e kilomètre fut semé d'embûches. Le sol rocailleux menaçait leurs chevilles à chaque pas, et des fossés creusés par les pluies passées forçaient à ajuster la trajectoire. Elodie, incroyablement, maintenait une foulée stable. À chaque obstacle, elle évaluait rapidement le terrain et choisissait l'angle le plus sûr pour franchir sans heurts. Ses gestes rappelaient ceux de professionnels entraînés depuis des années. Hugo Chen reparut bientôt essoufflé, ayant perdu de son avance après la zone de combat simulée. En voyant la scène, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de regret et d'admiration. Non de... « Elodie, comment tu fais ça ?» souffla-t-il, incapable de masquer son étonnement. Elle ne leva même pas les yeux. C'est quelque chose qu'on apprend en avançant. Sa réponse, laconique, ne fit qu'attiser la curiosité. Le 9e kilomètre comportait une traversée de rivière. L'eau froide et glissante avait déjà fait trébucher plusieurs soldats. Certains se mouillèrent jusqu'à la taille en essayant de passer. Elodie, avec Ramirez toujours sur les épaules, entra prudemment. Chaque pas était testé avant de supporter le poids complet. L'eau monta jusqu'à ses genoux, mais elle traversa sans vaciller son équilibre parfait. Ses camarades, fascinés, l'imitèrent en se tenant de près. Quand elle ressortit sur l'autre rive, trempée mais imperturbable, un murmure parcourut le groupe. Cette fille était hors norme. D'autres recrues, envoyés en renfort après avoir appris la nouvelle, les rejoignirent. Chen, toujours troublé par son choix d'avoir abandonné plus tôt, se plaça à côté d'elle. « Tu pourrais au moins me laisser t'aider, dit-il. » La voix chargée d'un mélange de fierté blessée et de remords. Elodie secoua la tête. « Il est calé. Si tu touches à l'équilibre, ça sera plus risqué pour lui. » Sa voix restait calme, polie mais ferme. Chen baissa les yeux. Le 10e kilomètre dressait une série d'obstacles plus complexes. Une corde verticale, puis un mur haut. Chacun pensa que cette fois, Elodie serait forcée de céder Ramirez. Mais non, elle attacha solidement le sergent à son dos, avec un système improvisé en utilisant des sangles de son équipement. Elle se lança dans l'ascension de la corde, chaque mouvement précis, mesuré. Arrivée en haut, elle hissa le corps avec une efficacité mécanique. En bas, Walter secouait la tête, sidéré. « Ce n'est pas de l'improvisation. Elle a déjà fait ça ?» murmura-t-elle. Le mur demanda de la coordination. Plusieurs recrues poussèrent, d'autres tirèrent. Elodie dirigeait tout d'une voix claire, donnant des ordres concis, comme un chef expérimenté. « Tu as déjà dirigé une unité ?» lança Walters une fois le mur franchi. Ce n'était pas une question, mais une conclusion. Elodie ne répondit que par une phrase vague. « Nous avons tous des choses qui nous préparent à ce genre de moment. » Le 11e kilomètre s'avéra le plus impitoyable. Pentes raides, rochers tranchants, chemins étroits. Plusieurs recrues suggérèrent d'attendre un véhicule médical. Mais Elodie refusa. Plus on attend, plus son état peut empirer. Son ton ne souffrait pas de contestation. Et elle avait raison. À la prochaine balise, une équipe médicale attendait, alertée par radio. Quand elle déposa enfin Ramirez devant les infirmiers, ils restèrent stupéfaits. « Vous avez parcouru plus de 5 kilomètres avec lui sur vos épaules ?» demanda l'un d'eux, incrédule. En examinant le sergent, ils constatèrent que sa position avait été parfaitement maintenue, ses voies respiratoires surveillées, son état stabilisé. Les gestes d'Elodie n'étaient pas ceux d'une débutante. À ce moment seulement, Elodie se laissa tomber sur un rocher, ses épaules douloureuses, son souffle un peu plus lourd. Mais son calme impressionna ses camarades. Walter s'approcha. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Derrière elle, les autres acquiesçaient. Même Chen, d'ordinaire arrogant, semblait sincèrement admiratif. « Je me suis trompé sur toi. » C'était la chose la plus impressionnante que j'ai vue. Le sergent-major Martinez arrive à son tour. Ses yeux fixèrent Elodie avec une expression inhabituelle. Non pas de dureté, mais de respect mêlé à une suspicion tenace. « Excellent travail, marchand, » dit-il d'une voix grave. C'était une extraction de combat parfaite. Puis plus bas, « Où as-tu appris ça ?» Elle soutint son regard impassible. « Je veux juste être la meilleure soldate possible, sergent-major. » Une réponse simple, mais qui ne révélait rien. La dernière portion du parcours prit des allures de défilé. Les recrues entourèrent Elodie comme une escorte. En franchissant la ligne, elle ne regardait plus Chen ni Walters, mais la jeune femme silencieuse qui avait porté un homme de 90 kilos pendant 5 kilomètres. Le capitaine Laurent, commandant du bataillon, les attendait.
il avait déjà été informé. Son regard se posa directement sur Élodie. « Soldate marchand, dit-il avec un ton solennel, ce que vous avez fait aujourd'hui illustre parfaitement ce que nous attendons de nos soldats. Courage, maîtrise, esprit d'équipe. J'aimerais m'entretenir avec vous, en privé, l'ordre déguisé en invitation. » Élodie se contenta d'acquiescer. À la fin de la journée, dans les douches communes, les conversations des recrues se tournaient toutes autour d'elle. Certains spéculaient qu'elle avait déjà servi, d'autres pensaient à un entraînement secret. Élodie, silencieuse, écoutait avec un léger sourire. Les histoires que les gens inventaient pour combler les mystères étaient toujours fascinantes. Mais ce soir, une chose était claire, son anonymat venait de s'effondrer. Quand elle se présenta au bureau du capitaine Laurent, elle était impeccable. L'homme l'observa longuement avant de dire « Ce que vous avez fait n'est pas le fruit du hasard. Vos gestes, votre calme, vos décisions, ce sont les signes d'un entraînement avancé. Pourtant, votre dossier dit que vous venez de la vie civile, simple employé de magasin dans une petite ville du centre. Alors, je vais être direct marchand. Y a-t-il quelque chose dans votre passé que vous n'avez pas révélé ?» Le silence pesait. Élodie répondit avec une précision mesurée. « Je crois que des circonstances extrêmes révèlent des capacités que nous ignorons parfois. Aujourd'hui, un camarade avait besoin d'aide, j'ai fait ce qui me semblait nécessaire. » Laurent eut un sourire mince. Réponse très diplomatique, typique d'une personne formée à garder des secrets. Il ouvrit alors un dossier épais, bien plus que le simple parcours d'une recrue. Ici, il y a des évaluations qui ne devraient pas exister, des cours dont les registres sont classifiés, des recommandations signées par des officiers dont même moi, je n'ai pas le niveau d'habilitation pour consulter l'identité. Élodie resta calme, mais son esprit calculait à toute vitesse. Son supérieur savait, au moins en partie. Était-ce un test depuis le début ? L'effondrement de Ramirez n'avait peut-être rien d'un accident. Laurent se pencha. « Marchand, ou quel que soit votre vrai nom, nous avons besoin de soldats comme vous. Pas pour des exercices, mais pour une mission bien réelle. » Élodie soutint le regard du capitaine Laurent sans broncher. Elle savait que la moindre hésitation pouvait être interprétée comme un aveu. Mais elle savait aussi que le silence en disait parfois plus long que des explications maladroites. « Je ne comprends pas, monsieur, » répondit-elle avec une innocence parfaitement dosée. « Je suis une simple recrue. Mon dossier est clair. » Laurent eut un petit rire, sans joie. « Non, marchand, vous êtes bien plus qu'une recrue. » Il tapota du doigt le dossier épais posé sur son bureau. « Tout ici montre que quelqu'un, quelque part, a voulu que vous soyez ici, sous cette couverture. Et moi je dois décider si je fais confiance à cette mise en scène ou si je creuse plus loin. » Élodie savait que le piège était tendu. S'il possédait ce dossier, cela signifiait que sa couverture avait déjà été éventée. Peut-être même que tout avait été orchestré pour tester ses réactions. Elle choisit une voie intermédiaire. « Monsieur, je veux simplement servir au mieux. Peu importe d'où je viens, c'est ce que je fais ici aujourd'hui qui compte. » Le capitaine la fixa longuement, puis il rangea le dossier. Réponse prudente. « Bien, je vais être franc avec vous. Il existe des unités qui ne figurent dans aucun manuel. Des missions que personne n'évoque officiellement. Ce que vous avez montré aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle recherche. » Un silence s'installa, dense. Enfin, Laurent ajouta « Vous allez finir votre formation comme tout le monde. Vous ne vous distinguerez plus. Pas d'exploit, pas de démonstration. Redevenez l'ombre que vous étiez ces 6 dernières semaines. Mais, en temps voulu, vous recevrez des ordres. Et alors, vous saurez. » Il s'adossa, croisa les bras. « Une dernière chose, ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas seulement une prouesse technique, c'était du courage pur. Quelle que soit votre histoire, ça, personne ne peut vous l'enlever. » Élodie inclina la tête, puis quitta le bureau. Dans le couloir, son esprit bouillonnait. Tout ce qu'elle avait construit pendant 6 semaines venait de voler en éclats. Pourtant, paradoxalement, elle se sentait plus proche de son véritable rôle que jamais. Elle avait rempli la mission invisible, prouvé sa valeur, sans jamais se vanter, sans jamais révéler son passé. De retour au dortoir, l'atmosphère avait changé. Les regards sur elle n'étaient plus ceux d'une ombre insignifiante, mais ceux qu'on réserve à une légende vivante. Plusieurs recrues vinrent la remercier, certains maladroits, d'autres sincères. Chen, surtout, parut profondément secoué. « Je t'ai jugé à tort !» avoua-t-il d'une voix basse, loin de son arrogance habituelle. « Je pensais que tu étais faible, j'avais tout faux. » Élodie répondit calmement. « Nous faisons tous des jugements rapides. Ce qui compte, c'est ce qu'on choisit d'apprendre ensuite. » Il resta bouche bée, puis hocha la tête. Walters, elle, ne cachait pas sa curiosité. «
Tes gestes, ton calme, la façon dont tu as analysé la situation, c'était trop précis pour être improvisé. Tu as un passé qu'on ne connaît pas. Sa voix n'avait rien d'accusateur, seulement de l'intérêt. Élodie détourna la conversation. Parfois, on trouve en nous des ressources insoupçonnées quand la situation l'exige. Walter sourit doucement. Peut-être, mais je garde mes doutes. Les jours suivants, la formation continua. Mais la dynamique avait changé. Les recrues cherchaient désormais le regard d'Élodie, attendaient ses conseils, la suivaient dans les exercices. Elle n'avait pas demandé ce rôle, mais il s'imposait. Même Martinez, le sergent-major sévère, observait avec un œil différent. À plusieurs reprises, il intensifia les exercices pour tester les limites. Élodie passa chaque épreuve avec calme, ni brillante au point d'attirer encore l'attention, ni faible au point de contredire son image. Lors d'un exercice nocturne de navigation, elle fut associée à Chen et à Paul Reyes. Ils devaient atteindre une série de points de contrôle à l'aide d'une carte et d'une boussole, tout en évitant des patrouilles ennemies simulées. Dans l'obscurité, Élodie prit naturellement la tête, lisant le terrain comme si elle l'avait toujours fait. Reyes, impressionné, chuchota « Tu sembles avoir fait ça toute ta vie ». Elle répondit d'une voix égale « On apprend vite quand on doit ». À l'aube, leur équipe parvint à l'objectif sans avoir été repérée. En chemin, ils croisèrent un autre groupe égaré. Leur chef, un certain Martin Faure, réputé arrogant, dut ravaler sa fierté pour demander de l'aide. « Marchand, regarde notre itinéraire. On est complètement perdu. » Élodie vérifia en silence, montra les erreurs, expliqua comment corriger. Sa pédagogie surprit Faure, qui finit par lâcher « Sincèrement, je t'ai mal jugé. Merci. » Ce soir-là, la réputation d'Élodie grandit encore. Un soir, alors que les recrues prenaient leur repas, Chen et Reyes se précipitèrent vers elle, excités. « On a entendu Martinez parler avec le capitaine Laurent ?» chuchota Chen. « Ils ont mentionné ton nom et une affectation spéciale nécessitant une habilitation de sécurité. » Tous autour de la table se figèrent. Walters fronça les sourcils. Ce genre de poste ne s'obtient pas juste pour un exploit. Il y a un dossier derrière. Reyes ajouta pensif, ça veut dire que quelqu'un t'observe depuis longtemps. Élodie resta impassible. Peut-être que vous exagérez. Les affectations spéciales existent pour beaucoup de soldats prometteurs. Mais ses camarades n'étaient pas dupes. Leur regard brillait de respect et de curiosité. Même Ramirez, désormais rétabli, vint lui parler. Sa voix, habituellement dure, avait pris une teinte plus douce. « Marchand, ce que tu as fait n'était pas seulement de la force physique. C'était une question de caractère. Quand personne ne regarde, tu as fait le bon choix. Ça, c'est ce qui distingue les vrais soldats. » Ces mots résonnèrent plus fort qu'un éloge officiel. Pour Élodie, ce n'était pas seulement une mission, c'était une confirmation. Elle avait gagné le respect de ceux qu'elle avait juré de protéger, sans qu'ils sachent qui elle était vraiment. Mais bientôt, le mystère se densifia. Un matin, le capitaine Laurent réunit tout le bataillon. « Certains d'entre vous ont montré un potentiel exceptionnel », annonça-t-il d'une voix solennelle. « Vous pourrez être appelés à suivre des formations avancées ou à recevoir des affectations spécialisées. » L'excitation parcourut les rangs, mais chacun savait au fond que ce discours s'adressait surtout à une personne, Élodie Marchand. Après la cérémonie, Laurent l'appela à part. « Soldat Marchand, présentez-vous au bâtiment numéro 7 à 14 heures. » Sa voix était officielle, mais son regard disait autre chose. Le bâtiment numéro 7, tout le monde savait qu'il abritait des activités classifiées. De retour parmi ses camarades, Élodie reçut un mélange de félicitations et d'au revoir implicites. Walters posa une main sur son bras. « Quelle que soit cette affectation, sache que tu as fait de nous de meilleurs soldats. » Chen, plus ému qu'il ne voulait le montrer, ajouta « J'ai appris plus en t'observant qu'en suivant tous les cours. » Même Ramirez, massif, inclina la tête. « Tu es le genre de soldat qu'on voudrait à ses côtés quand tout s'écroule. » Élodie écouta, touchée malgré elle. Elle avait construit des liens réels alors qu'elle n'avait prévu que de tisser une couverture. Mais désormais, l'heure approchait. À 14 heures, le bâtiment numéro 7 l'attendait. Et avec lui, la vérité sur sa mission. Les jours qui suivirent, au camp de Fort-du-Vivier, prirent une saveur étrange pour Élodie. Elle continuait la formation comme si de rien n'était, enchaînant les exercices, les courses et les entraînements. Mais tout avait changé. Ses camarades la regardaient différemment. Certains venaient chercher ses conseils, d'autres l'imitaient discrètement. Elle avait beau tenter de se fondre de nouveau dans la masse,
Son nom circulait déjà dans tout le bataillon. La FIAC qui avait porté l'adjudant-chef Ramirez sur 5 kilomètres était devenue une légende vivante. Martinez, leur sergent-major, n'était pas homme à distribuer des compliments, mais même lui semblait s'adresser à elle avec une nuance nouvelle. Lors d'une séance d'obstacles particulièrement éprouvante, il l'observa franchir une paroi difficile avant de lancer à voix haute « Voilà ce que j'appelle de la détermination ». Prenez exemple, recrue. Cette reconnaissance publique, rare de sa part, renforça encore l'admiration de ceux qui l'entouraient. Pourtant, Élodie savait qu'elle devait rester prudente. Le capitaine Laurent avait été clair, plus de démonstrations spectaculaires. Elle se contentait donc d'être efficace, juste ce qu'il fallait sans attirer trop d'attention. Mais son charisme silencieux agissait malgré elle. Chen, autrefois moqueur, avait changé du tout au tout. Un soir, en marchant vers les dortoirs, il s'approcha d'elle. « Tu sais, Marchand, j'ai toujours pensé que le plus fort était celui qui courait devant. Mais je comprends maintenant que le vrai courage, c'est de s'arrêter pour aider les autres. Tu m'as remis les idées en place. » Elle lui répondit simplement « On apprend tous quelque chose, Chen. Le principal, c'est de ne pas oublier. » Walters, de son côté, ne lâchait pas le mystère. Elle guettait chaque geste d'Élodie, chaque détail. Un soir, pendant une garde de nuit, elle osa poser la question frontalement. « Tu as déjà fait tout ça avant, pas vrai ? La navigation de nuit, les techniques de portage, la gestion du stress, ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'entraînement. » Élodie resta immobile quelques secondes, puis répondit d'un ton doux « On a tous des parties de notre histoire qu'on ne raconte pas. Toi aussi, Walters. » L'autre esquissa un sourire, consciente d'avoir obtenu une demi-réponse, mais aussi un aveu tacite. Même Ramirez, remis de son malaise, fit preuve d'une reconnaissance inattendue. Un matin, il l'arrêta discrètement après l'inspection des uniformes. « Ce que tu as fait n'a rien d'ordinaire. Tu aurais pu continuer à courir. Tu ne l'as pas fait ? Dans ma carrière, j'ai vu des soldats forts physiquement mais faibles de cœur. Toi, tu as les deux. » Élodie se contenta de répondre « Vous étiez mon supérieur et je n'allais pas vous abandonner. » Mais elle savait que ces mots, même modestes, avaient renforcé l'aura qu'elle portait désormais. Puis arriva l'exercice final de la formation, une simulation de mission derrière les lignes ennemies. Les recrues devaient naviguer sur un terrain inconnu, secourir des alliés blessés et revenir à la base tout en évitant des patrouilles. Les instructeurs avaient conçu un scénario complexe destiné à tester à la fois la technique et le travail d'équipe. Élodie fut désignée chef d'escouade. Chen, Walters, Reyes et Faure étaient dans son groupe. Dès le départ, elle imposa un plan clair, distribuant les rôles avec calme et précision. Walters et Chen en couverture, Reyes à la navigation, Faure au contact avec les figurants blessés. Elle-même supervisait et coordonnait. Quand ils atteignirent la zone de crash simulée, ils trouvèrent plusieurs blessés, certains capables de marcher, d'autres nécessitant un transport. Sans hésiter, Élodie donna ses ordres, répartissant les charges, assurant la sécurité. Tout coulait de source que comme si elle avait déjà mené de vraies missions. Lorsqu'une patrouille ennemie fictive surgit, son sang-froid fit la différence. D'une voix ferme mais discrète, elle guida ses camarades, les positionnant pour éviter l'affrontement direct, tout en protégeant les blessés. L'exercice qui aurait pu tourner au chaos devint une démonstration de cohésion. Même Martinez, en observateur, hocha la tête en silence, impressionné malgré lui. À leur retour, les évaluateurs notèrent l'efficacité du groupe et soulignèrent le leadership d'Élodie. Mais derrière les remarques officielles, tout le monde comprit que ce n'était pas seulement une bonne performance d'entraînement. C'était la preuve que cette recrue était d'un autre calibre. La fin de la formation approchait. Les recrues, désormais soudées par les épreuves, redoutaient la séparation. Un soir, Walters résuma l'ambiance. « Peu importe où on nous enverra, je sais qu'on n'oubliera jamais ce qu'on a vécu ici. Mais toi, Élodie, tu n'es pas destinée à une affectation ordinaire, pas vrai ?» Élodie sourit doucement, évitant encore une fois la réponse. Elle savait qu'elle devait bientôt quitter Fort-du-Vivier pour quelque chose de bien plus vaste. La dernière semaine à Fort-du-Vivier passa dans une atmosphère chargée d'émotion et d'impatience. Les recrues, éreintés mais fiers, sentaient la fin approcher. Chacun pensait déjà à son affectation, aux familles qui viendraient assister à la cérémonie de clôture et à l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Mais pour Élodie, la situation avait une saveur particulière. Elle savait que sa route divergerait de celle des autres. Martinez réunit tout le peloton une dernière fois avant l'épreuve finale. Son regard balaya la formation et il déclara d'une voix grave « Ces semaines vous ont forgé.
Certains d'entre vous iront dans l'infanterie, d'autres dans le génie, d'autres encore dans des unités spécialisées. Mais souvenez-vous, le plus important n'est pas où vous servez, mais comment vous servez. » Son regard s'attarda sur Élodie, juste assez pour que tout le monde le remarque. Le jour de la remise des insignes, le grand terrain de parade résonnait des pas cadencés, des chants martiaux et du murmure des familles rassemblées. Les recrues, impeccablement alignés, attendaient leur moment. Quand le nom d'Élodie Marchand fut appelé, un silence parcourut la foule. Tout le monde connaissait déjà son histoire. Certains parents chuchotèrent, d'autres se levèrent dû pour mieux voir cette jeune femme dont la rumeur avait fait une héroïne avant même la fin de sa formation. Le capitaine Laurent lui remit son insigne avec un sourire à peine perceptible. « Félicitations, soldate Marchand », dit-il d'une voix claire. Puis plus bas, presque inaudible, « Le vrai travail commence maintenant ». Après la cérémonie, alors que les autres retrouvaient leur famille, Élodie fut discrètement escortée vers une voiture banalisée garée à l'écart. Walters la rejoignit brièvement avant son départ. « Je ne sais pas ce qui t'attend, dit-elle, avec une sincérité désarmante, mais je sais que ce n'est pas une affectation comme les autres. Si un jour tu peux me le dire, je veux connaître ton histoire. » Élodie posa une main sur son épaule. « Parfois, ce qu'on tait est plus important que ce qu'on raconte. Mais sache une chose, Walters, vous m'avez aidé plus que vous ne l'imaginez. » Chen s'approcha à son tour, un sourire maladroit au visage. « Tu as changé ma façon de voir les choses. J'étais un imbécile, mais merci de m'avoir ouvert les yeux. » Elle hocha simplement la tête, sans répondre. Quant à Ramirez, il se contenta d'un salut militaire solennel, lourd de reconnaissance et de respect. La voiture démarra en silence, quittant Fort-du-Vivier par une route secondaire. Élodie regarda une dernière fois les bâtiments, les terrains d'entraînement, les camarades qui s'agitaient au loin. Une part d'elle ressentit une pointe de nostalgie. Elle avait trouvé ici une camaraderie sincère, inattendue, presque dangereuse pour quelqu'un de sa mission. Mais elle savait aussi que tout cela avait été le prologue. Dans l'habitacle, le même officier en civil qu'elle avait vu au bâtiment numéro 7 lui tendit une enveloppe scellée. « Voici vos ordres. Vous allez rejoindre une cellule dont l'existence n'est pas officielle. Votre couverture restera celle d'Élodie Marchand, simple soldate discrète. Mais vos missions, elles, seront tout sauf ordinaires. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ce que vous avez fait ici a validé ce que nous savions déjà. Vous êtes prête. » Élodie ouvrit l'enveloppe et parcourut les premières lignes. Un nom de code, une affectation confidentielle, des instructions d'infiltration, rien de surprenant, rien qui ne fasse vaciller son calme. Elle referma le document, le posa sur ses genoux et dit simplement « Quand commence-t-on » L'homme eut un sourire discret. Déjà commencé. La voiture s'éloigna, avalée par l'horizon. Au camp, ses camarades continuaient de parler d'elle sans savoir qu'ils avaient croisé, l'espace de quelques semaines, l'ombre d'une légende en devenir. Pour eux, elle resterait la fille qui avait un jour cessé de courir, non pas pour abandonner, mais pour porter sur ses épaules un géant tombé à terre. Pour elle, ce n'était que le premier chapitre. Dans les ténèbres des opérations spéciales, Élodie Marchand allait désormais marcher en silence, prête à prouver encore une fois que les apparences trompent et que les véritables héros ne se révèlent qu'au cœur de l'épreuve.